cette démarche de Sébastien Lecornu a démontré la faillite, l'impossibilité de retrouver des institutions qui fonctionnent depuis le 9 juin, et donc de s'interroger sur le fait que ça ne peut pas rester en l'état et qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, dans quelle mesure le quinquennat d'Emmanuel Macron et sa volonté de se maintenir au pouvoir remet-il en question, selon vous, les fondements même de la Ve République? Alors, en interne, d'abord, on va le voir, enfin on l'a déjà esquissé hier dans une précédente émission, cette volonté bec et ongle de ne pas vouloir démissionner, puisque visiblement c'est vers ça qu'on s'achemine. On n'a pas encore la solution à cette crise institutionnelle. Comment on va retrouver un Premier ministre, une majorité, va-t-il y avoir une dissolution? Mais il semble que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, il l'a dit à plusieurs reprises, il ne démissionnerait pas. Déjà, rien que ça, à la base, ça remet en cause non pas la légalité de la démarche, rien ne l'oblige à démissionner, si ce n'est un certain sens des institutions, et un sens des institutions dans l'esprit de la Constitution de la Ve République. Quand De Gaulle, lui, a été, on va dire, sur un référendum, s'est vu retoqué par les Français, même si ce n'était pas un désaveu cinglant, l'honneur lui a dicté de se retirer. Avec Emmanuel Macron, il semble qu'en préambule, il n'y a aucune raison qu'il démissionne. C'est-à-dire qu'un échec patent, il n'en prend jamais la responsabilité. Mais c'est assez classique chez Emmanuel Macron. Au fil des années, on commence à avoir l'habitude. Ça n'est jamais lui le problème. Ça n'est jamais de sa faute. Récemment, je l'entendais Tony Trué sur les réseaux sociaux, expliquant qu'il ne s'y produisait que de la noirceur, de l'antisémitisme, etc. Tout ça parce que lui, effectivement, a un problème de sales rumeurs qui l'accable, lui et Brigitte, ou le vise. La chose se transforme en un océan de négativité. Donc à chaque fois, trouver un bouc émissaire, à chaque fois trouver quelqu'un qui, pour finalement devenir le réceptacle de ce dédouanement permanent que fait Emmanuel Macron, et cet isolement autour de sa propre personne, puisque après avoir usé 7 premiers ministres, il serait peut-être quand même temps à un moment de se remettre en question sur sa place dans le monde, au sommet de la France. Or, il n'en est pas capable. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, je pense que c'est la question de l'international. Et aujourd'hui, on est dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a un président extrêmement velléitaire qui, pour le coup, a bien compris, on va dire, le message, ou a bien, on va dire, digéré ce que peut faire la France, ou ce que peut lui permettre la Constitution de la Ve République, c'est ce fameux domaine réservé. Le domaine réservé échoit au président, même si là, encore une fois, c'est un usage, c'est pas écrit explicitement, que c'est un usage de la Ve République. Alors celui-là, pour le coup, il en use et il en abuse. C'est-à-dire qu'il nous met dans des positions où il est tellement velléitaire que même par rapport aux alliés, en particulier dans la question de la crise ukrainienne, même par rapport aux alliés, il se retrouve en première ligne de l'aggravation de la situation quand il peut. Là, en l'occurrence, sur fond de drones mystérieux soudain apparus dans le ciel, d'un pétrolier rouillé qui navigue au large. Et tout à coup, ça suffit pour entendre dans la bouche d'Emmanuel Macron des déclarations comme quoi la Russie est une puissance agressive et qu'on est quasiment en confrontation.
c'est une confrontation, pour ne pas utiliser le mot guerre. Moi je remarque en particulier que les autres acteurs qui étaient au sommet européen de Copenhague ne sont pas dans cette escalade verbale. Il n'y a que lui. Et là, donc, il profite et il abuse du domaine réservé pour, on va dire, exister quelque part, puisque sur l'échiquier français, même s'il reste central, il reste central par l'échec patent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont on s'est rendu compte avec cette démission brutale de Sébastien Lecornu, avec tout le chapitre qui s'est ouvert, c'est que depuis le 9 juin, finalement, tout ce qui avait été essayé a échoué. Que ce soit le gouvernement Barnier, le gouvernement Bayrou, et ce nouveau gouvernement qui est quasiment mort-né, a démontré, cette démarche de Sébastien Lecornu a démontré la faillite, l'impossibilité de retrouver des institutions qui fonctionnent depuis le 9 juin, et donc de s'interroger sur le fait que ça ne peut pas rester en l'état et qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Or, l'option qui dit que Emmanuel Macron a choisi la dissolution, c'est à lui de prendre ses responsabilités face à l'impossibilité et face à l'impasse dans laquelle il a conduit le pays, mais il ne le fait pas. Régis, estimez-vous que la réaction de l'opinion publique, des Français, à savoir une certaine résilience vis-à-vis de ce chaos politique, et c'est extrêmement triste, est un signal d'alerte ? Une certaine résilience, disons que les Français n'ont pas le choix. Ils ne peuvent que constater qu'en parallèle, ça c'est la chose terrible, en parallèle de ce chaos institutionnel et de cette absence de gouvernance, en tout cas de ce flottement au sommet de l'État, se produit pour eux dans leur vie quotidienne un certain nombre d'actes et de choses qui les paupérisent chaque jour davantage. J'entendais hier un journaliste expliquer que aujourd'hui il y a des gens en France qui ne prennent qu'un seul repas. Il y a des gens en France qui ont arrêté de se soigner. Nous arrivons dans la période froide. Vous verrez que bientôt le sujet sera les petits vieux qui ne se chauffent plus. Voilà l'état de notre pays, voilà la réalité. Déclassement au 10e rang des pays les plus riches par habitant en Europe. Nous étions dans le trio de tête, il y a encore peu. Tous ces signes-là accumulés, évidemment l'énormité de la dette, je pense qu'il y a elle-même coulé la possible résurrection de Bruno Le Maire à travers le ministère de la Défense. Je pense que ça a aussi été un élément. Mais que l'énormité de cette dette fait qu'aujourd'hui, voilà, la France n'arrive plus à rembourser. La France est finalement, en parallèle du chaos politique, on a un chaos économique qui s'installe et tous les voyants sont au rouge. Et de ce point de vue, là non plus, il n'y a pas de volonté de la part d'Emmanuel Macron de trouver une solution qui permettrait soit d'arriver finalement à retrouver une cohérence politique, parce que si on retrouve une cohérence politique, automatiquement, on va retrouver de la confiance. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que même au niveau européen, et ça, je pense que ça va être une des conséquences, Emmanuel Macron est en train de faire que la France devient un boulet, que sa propre politique va commencer à gêner la politique européenne. Beaucoup de pays vont commencer à regarder la France. Ça ne va plus être seulement les agences de notation qui nous retirent un A tous les 6 mois, ça va être aussi des relations de confiance établies depuis longtemps. Je note par exemple que l'Allemagne dit croire encore en la solidité de la France dans les institutions européennes. C'est une déclaration de Friedrich Merz. Le simple fait de le dire, ça veut dire qu'il y a quand même un doute. Voilà. Et je pense que plus les choses vont aller, et ce doute va s'installer, parce que même si nous retrouvons le énième Premier ministre, même si ça dure encore 2-3 mois, de toute façon, là, l'objectif, c'est de trouver un budget qu'on n'a toujours pas. Sébastien Lecornu a promis ce matin qu'il n'y en aurait rien avant le 31 décembre. C'est encore loin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prolonger le chaos et que peut-être que dans une semaine, on refera une émission et on sera toujours au même point.
Régis, dernière question vis-à-vis des partenaires internationaux, vous l'évoquiez avec l'Allemagne, cette position, ce chaos politique intérieur en France, risque, selon vous, d'affaiblir davantage encore notre position? Oui, si tant est qu'elle était déjà suffisamment affaiblie. Je pense qu'il n'y a qu'Emmanuel Macron qui manie le verbe comment, une certaine éloquence et qui est encore capable de faire des discours en imaginant qu'il représente ce que la France était avant. Quand on voit les remarques, et il faut prendre, je pense, en particulier celles de Donald Trump, elles sont généralement crues et révélatrices, où il dit « He's a nice guy, but he's wrong on almost everything ». C'est un type sympa, mais il se trompe tout le temps. C'est ce que disait Donald Trump au moment où Emmanuel Macron avait analysé une de ces bisbilles typiques de Trump, en disant qu'il était rentré à Washington parce qu'il devait faire ci et ça. Et Donald Trump avait pris la mouche et avait sorti cette phrase. Oui, ça veut dire qu'il n'est pas pris au sérieux. Et ça veut dire qu'on est de moins en moins pris au sérieux. Avant, on avait une armée, on a une dissuasion qui continue d'ailleurs à solliciter des envies, puisqu'on sait que Emmanuel Macron a presque promis de l'étendre au niveau européen, cette dissuasion, ce qui est contraire à l'esprit de la Ve République. Vous me posiez la question des choses qui sont en ce moment contraires à cet esprit même. Rajoutons la question de la dissuasion nucléaire, qui doit rester, sur laquelle la France doit être l'unique décideur. Là, on sent que ce qui va être annoncé, ce qu'il nous a promis, parce qu'il fera un discours là-dessus en début 2026, va être une extension progressive justement de cette dissuasion à l'Europe. Donc voilà, je pense qu'au niveau international, pour la plupart des acteurs, nous n'existons plus. On l'a vu avec le plan de paix de Donald Trump à Gaza. À aucun moment la France n'est réellement consultée, si ce n'est in fine pour expliquer ou pour révéler le plan qui va être révélé à tout le monde quelques heures plus tard. Voilà. Merci Régis. Merci Aïcha.